La faune aquatique de la côte orientale corse est d'une richesse inégalée. En témoigne l'étal des pêcheurs corses sur les marchés traditionnels, qui côtoient aisément l'ensemble du savoir-faire gastronomique de l'île de Beauté. Fromage, salaisons corse sont de réputation internationale. Mais saviez-vous que la Corse produit également des huîtres et des moules ? Nous avons rendez-vous avec Johan Baldi de l'Ifremer, car la réputation des mollusques de l'étang de Diane passe avant tout par la qualité de son eau. Bonjour, donc Monsieur Baldi, je travaille pour l'Ifremer et nous allons réaliser des prélèvements sur l'étang de Diane, qui est en Corse l'un des deux étangs où on produit des huîtres et des moules. Donc, ici, en fait, sur l'étang de Diane, on a une production d'huîtres assez importante, c'est la plus importante de Corse. Et l'Ifremer, en fait, à travers ma mission, procède au contrôle plusieurs fois par mois de la qualité des coquillages, aussi bien microbiologiques que phytoplanctoniques. Donc on s'intéresse au phytoplancton, au nourrissage des coquillages et aussi au naissin, à la qualité des coquillages, quoi. Et tout ça pour la protection du consommateur. Les exploitants procèdent de la façon suivante, en fait, du naissin jusqu'à la vente, jusqu'au produit final. C'est-à-dire qu'ils font tout un élevage et on appelle ça, ici, ce qui est cultivé, en fait, c'est la nostrale et de Diane. Un produit identitaire. Donc les analyses, en fait, sur l'étang concernent plusieurs compartiments. Tout d'abord, la qualité microbiologique, donc Escherichia coli, on surveille la qualité du plan d'eau. Et le deuxième compartiment, c'est la qualité du phytoplancton. Donc ça peut être du phytoplancton toxique ou bénéfique pour les huîtres. Donc c'est comme ça en fait que se nourrissent les huîtres, hein, par filtration et du phytoplancton. L'Ifremer intervient sur donc la qualité de l'étang et en fonction des résultats qui sont obtenus, les huîtres peuvent être commercialisées ou pas. Il faut savoir que l'étang de Diane est classé en B, c'est-à-dire que c'est une zone qui est très saine. La qualité de la nostrale de Diane est confirmée. En effet, le produit a été primé 5 fois au concours général agricole de Paris. On parlait de l'embouchure de l'étang, le gros, qui est le poumon de l'étang. C'est un élément très très important. Et donc les exploitants de l'étang de Diane, principalement Bernard Pantalach, a acquis cette machine. C'est une drague qui sert à entretenir le gros. Donc elle travaille environ 3 à 4 mois par an. Donc vous avez sur l'avant de la machine, il y a une crépine qui aspire et c'est relâché par des longs tuyaux. Les tuyaux sont laissés sur place en fait à l'année et sont rejetés dans une zone qui est saine et qui, de toute façon tout le sédiment de l'étang est sain parce qu'il y a des prélèvements qui sont réalisés pour la qualité de ces sédiments, quoi. Donc une personne est là-bas tous les jours pour aspirer le sable du gros et garder assez de profondeur et faire rentrer assez d'eau de mer pour que l'étang reste en vie, quoi. Et c'est grâce à ça qu'on a un taux d'oxygène assez important et qu'on peut passer aussi avec des bateaux, avec ces barges, pour transporter les moules de l'étang à la mer et les garder en vie l'été pour le maintien de la ressource, quoi. Voilà, donc là maintenant nous allons vers les filières d'huîtres et de moules afin de procéder au contrôle du phytoplancton. Ici en fait les étangs de Diane et d'Urbino sont principalement analysés d'une part pour la qualité du plan d'eau et in fine pour la qualité des coquillages pour la consommation humaine, alors que sur les deux autres étangs c'est très différent. Ici pas mal de dorades, il y a un petit peu de loup aussi, mais c'est principalement les dorades en fait qui sont attirées, donc elles rentrent en fonction des saisons par l'embouchure, le gros comme on l'appelle, et en fait se nourrissent des moules sur l'étang. Donc c'est une véritable catastrophe pour les exploitants. Des afflux de dorades. Donc en fait les pêcheurs dressent des barrages au niveau de l'embouchure. Donc ici à l'état sauvage, vous avez
des coques, des palourdes, de la praire, vous avez de l'huître plate, vous avez des couteaux. Ensuite, tout ce qui est, bon ça c'est coquillage. Ensuite, tout ce qui est poisson, vous trouvez rouget, mulet, loup, dorade, de l'anchois. En fait, c'est très varié quand même. Donc les petites huîtres ne naissent pas ici. Elles naissent en fait dans des écloseries en Atlantique. Elles arrivent ici à l'âge de quelques semaines, donc très petites, la taille même pas d'un ongle. Et en fait, elles grossissent ici pendant environ 15-16 mois environ, jusqu'à commercialisation. Donc elles font tout leur cycle de vie dans l'étang de Diane. Elles se nourrissent du phytoplancton du milieu, quoi. Donc elles grossissent 2 fois plus vite que les huîtres d'Atlantique. La raison est simple, il n'y a pas de marée déjà, et l'étang est très riche en phytoplancton. C'est beaucoup de soleil, beaucoup d'apports du bassin versant. Avec les pluies, là en ce moment il y a eu beaucoup de pluie, donc l'eau est très chargée en nutriments, qui est la nourriture, la base du phytoplancton. Et ce phytoplancton, sous l'effet du soleil combiné et des nutriments, pousse très rapidement, on appelle ça des pousses. Et les huîtres en fait se nourrissent en filtrant. Elles filtrent plusieurs centaines de litres d'eau en une journée. Donc on imagine avec la quantité de plancton associé, c'est pour ça qu'elles ont des pousses assez rapides. Et on voit un petit peu sur les grosses huîtres les dentelles en fait se former assez rapidement par rapport aux huîtres atlantiques où c'est une pousse beaucoup plus lente. Voilà. Après la difficulté ici c'est que les huîtres sont peut-être un peu plus fragiles au niveau de la coquille simplement. Donc il y a pas mal de travail des exploitants et pour sortir un produit comme je vous ai dit tout à l'heure, la Noustral, qui est un produit élevé sur l'étang de Diane avec tous les bénéfices du milieu, quoi. On va procéder aux analyses in situ, de température, salinité et oxygène. Donc d'abord, à moins 1 mètre, ça sera la profondeur à laquelle on va prélever notre échantillon de plancton. Pourquoi je vais prendre à plusieurs profondeurs? Parce que les huîtres en fait vivent dans la colonne d'eau, comme on appelle. Elles vivent environ de moins 2, moins 3 mètres jusqu'à 5 mètres de profondeur sur des filières. Donc on les voit tout autour. Voilà. On a un taux d'oxygène qui est de 100%, 101%, voilà, bon ça varie à peu près. Mais en fait c'est très bien ça. C'est-à-dire que l'eau est très oxygénée, c'est-à-dire qu'il y a une production primaire, donc la production primaire c'est le plancton, qui est assez abondante. Voilà, et ces données sont prises, comme je vous en parlais tout à l'heure, tous les 15 jours et toute l'année. DIA, c'est le nom de code en fait qu'a l'étang de Diane. Et donc là on prend l'enregistrement. Voilà. Et donc nous allons faire la même opération à différentes profondeurs. Donc très souvent on a une couche d'eau douce en surface et plus salée sur le fond. Et là effectivement ça se vérifie. On a un petit peu plus salé sur le fond. Ces paramètres sont encore plus importants en été. Là en ce moment c'est bien de le savoir, mais en été c'est très important pour les exploitants parce qu'en fonction de ces données, ils vont procéder à un déplacement des coquillages parce que la température est un facteur important, surtout pour les moules qui ne résistent pas à des températures supérieures, température de l'eau, supérieure à entre 26 et 28 degrés, quoi. Donc dès qu'on arrive dans cette tranche de température, l'étang de Diane a une concession en mer, avec une eau moins riche certes en plancton, mais qui sauve en fait le cheptel des moules grâce à cette exploitation en mer. Donc là nous avons 2 types d'échantillons qui vont être prélevés. Un échantillon dans un flacon noir destiné à la chlorophylle. Donc la chlorophylle c'est pour estimer un petit peu la masse phytoplanctonique de l'étang globale. Et un flacon comme ceci pour le dénombrement du phytoplancton et savoir quel type de phytoplancton est présent sur l'étang. Donc il y a Dinophysis, Alexandrium et Pseudonycha. C'est trois types de phytoplancton qui génèrent des toxines. C'est pour ça que l'Ifremer est là pour contrôler leur présence ou pas, ou leur absence. Et en cas de présence, on fait des prélèvements supplémentaires dans les coquillages pour voir si le coquillage qui assimile ce phytoplancton génère des toxines ou pas. Donc ces seuils en fait encore une fois sont là pour protéger le consommateur et il n'y a jamais eu de cas d'intoxication ces dernières années en tout cas. Donc c'est ici que les petites huîtres de l'étang en fait, après
avoir été reçues, donc je vous avais dit, au stade de même pas plus grosses qu'un ongle, sont stockées. Donc là, je ne sais pas trop à quel stade elles sont, mais on va voir un petit peu, parce qu'elles sont là, leur premier mois de vie, quoi, je dirais. On appelle ça des lanternes. Donc on voit que les dentelles ne sont pas très chargées, donc c'est très bien. Une densité peu importante. Donc on voit la dentelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez importante. Ça veut dire qu'il y a une très bonne pousse. Et une huître a priori de qualité, hein, vu la croissance. Ben, celles-là, en fait, elles vont rester ici encore quelques semaines. Et après, d'ici peut-être 13 ou 14 mois, elles pourront être commercialisées. Et maintenant, voilà, donc les prélèvements sont terminés, les données ont été récoltées sans problème. On va pouvoir rentrer et analyser un petit peu tout ce qu'on a récolté. Ça, c'est les radeaux où on accroche les cordes d'huîtres que vous avez vues qu'on a préparées tout à l'heure à terre. Celles-ci, on les a collées au mois de janvier. À ce stade, l'huître est très vulnérable. Il n'est pas rare de constater un grand nombre de pertes. L'année dernière, comme je vous disais, on a eu à peu près 70% de pertes. On n'a pas eu de pertes jusqu'à la fin du mois de septembre. On est parti en congé pour le mois d'octobre. Et durant le mois d'octobre, on a eu à peu près l'équivalent de 65 à 70% de pertes sur l'ensemble des huîtres. Nous, on reçoit maintenant des huîtres qui sont beaucoup plus petites, qui sont entre 2, 4 ou voire 6 mm, que l'on met dans des clayettes, que l'on fait pré-grossir, et qu'après on va mettre dans des pernettes, ce que vous avez vu tout à l'heure avec la personne d'Ifremer. Donc ces lanternes bleues, où on les fait pré-grossir jusqu'à une taille collable, celle que vous avez vue tout à l'heure là-bas à terre. Ensuite on les colle, et une fois qu'elles sont collées, on va les fixer sur ces radeaux qui sont derrière vous, et de là, on les laisse grossir jusqu'à une taille commerciale. Si vous voulez, on a le site qui a le meilleur rendement au niveau du grossissement. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on va recevoir par exemple une huître au mois d'octobre ou novembre qui va faire entre 2 et 4, voire 6 mm. On va la mettre après grossir. Elle sera à taille collable, comme vous avez vu là maintenant, au mois de janvier, février, mars. Et elle sera commercialisable donc au mois de décembre l'année prochaine. Donc celles-là, pour Noël, elles seront vendables. Avant de commercialiser n'importe quel produit, comme l'étang se trouve en zone B, on est obligé de le faire passer pendant 48 heures dans un bassin avec une eau filtrée passée aux UV. Donc c'est de l'eau que l'on pompe de l'étang. On remplit le bassin. Ensuite on ferme le circuit ouvert et on met un système de pompage en circuit fermé avec des filtres à sable et donc comme je vous disais avec des UV, des ultraviolets qui eux vont traiter l'eau pour éviter qu'il y ait toutes bactéries, quelques microbes qui soient à l'intérieur. Nous, on a 2 marailleurs pour qui on travaille, quelques restaurateurs qui viennent donc se servir ici au magasin. Sinon, on a un marailleur qui est sur Ajaccio et un marailleur qui est sur Bastia. Donc on les met dans un sens bien particulier, comme vous le savez, on met toujours la partie creuse en bas, parce que l'huître, même quand elle est hors de l'eau, elle a quand même toujours tendance à s'ouvrir. Et si elle est un peu de travers, chose qui arrive quelquefois même dans le transport, elles peuvent bouger, malgré qu'elles soient cerclées et bien attachées. Si elle est un peu cassée, elle sonne creux. Et donc, il y a le risque qu'elle perde son eau et donc de se conserver quand même un peu moins longtemps que quand elle a son eau complètement. Ça va, on en a eu les plus belles, mais elle commence à faire un peu de gras là. C'est-à-dire qu'on a eu des conditions climatiques qui n'étaient pas extraordinaires pour qu'elle fasse de la chair. On a eu beaucoup de salinité, on a eu pas mal de pluie. Donc là, tout ça va se calmer et maintenant, je pense qu'elles vont bien se reprendre. Mais normalement, elles sont bonnes. Je confirme, elles sont bonnes. En plus, avec cet apport d'eau douce, elles ont un goût parfait. Si l'huître reçoit toutes les attentions pour garantir sa qualité, il en est de même pour les moules. Là, donc, on a ce qu'on appelle tirer quelques moules. Donc, vous voyez, vous, derrière, ce sont des filières. Donc, ce sont des cordes environ de 40 mm de diamètre qui sont équipées de bouées à intervalles réguliers.
et qui sont maintenus de chaque côté par des corps morts. Et nous, on attrape ces cordes grâce à ces potences, vous allez voir tout à l'heure comment on fait. Et ensuite on reçoit les moules en palette et on accroche les cordes de moule ainsi sur toutes ces filières. On est en train d'attraper la filière où sont accrochés les moules grâce à l'intermédiaire de ce crochet. Ensuite, on va venir le monter, le mettre sur la potence de manière que la filière soit à hauteur d'homme pour pouvoir travailler. Le tapis. Ouais. Normalement, quand on travaille sur des filières qui sont beaucoup plus propres. Là, on a énormément de salissures parce que ce sont des moules que nous avons reçus au mois de novembre l'année dernière. Donc, de tout l'automne, il y a eu quand même un certain captage, si vous voulez, de parasites, on va dire, entre guillemets, qui font que ça nous aide pas beaucoup pour travailler parce qu'il y a quand même beaucoup de salissures. Et ensuite, vous allez voir, quand on va les monter, ça nous apporte énormément de poids en plus sur la corde de moule. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on les prend avec ce tapis, car si on les prend avec le bras hydraulique, elles vont casser. Voilà. Tu l'as ? C'est une chose qu'on ne fait pas. Mais le fait qu'elles aient été réhabillées encore une fois par-dessus, pour faciliter le passage à la machine, on est obligé de couper le deuxième filet de protection que vous voyez, qu'on ne voit pas très bien, mais qui a été mis, si vous voulez, ici. Ce filet-là est un filet qui, en théorie, devrait empêcher les dorades de venir nous les prendre. Bon, jusque-là, ça a marché sur ces cordes-là. On espère que ça va marcher sur les autres aussi. Donc ça, ce sont des cordes qui font, on va dire, à peu près 70 à 80 kg maintenant avec toute la salissure, sur lesquelles on va sortir à peu près 30 kg net. Donc on perd beaucoup. Le site de l'étang de Diane était déjà connu pour la conchyliculture du temps des Romains. Son exploitation a donc plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, on est bien loin des méthodes de conditionnement de l'époque, où elles étaient conservées dans des jarres remplies de sel, ce qui était l'unique moyen d'en consommer à Rome. Voilà, donc là il va vider les moules. Il va vider les moules sur ce tapis de charge qui va les amener donc jusque dans la machine qui est là-bas, que l'on appelle une cribleuse, que l'on va mettre en marche, qui est alimentée, bon, ça marche à l'électricité, c'est un système de brosse qui va et qui vient comme ça sur des grilles. Donc ça va brosser les moules.
Si aujourd'hui, les machines facilitent le nettoyage des moules, il n'en demeure pas moins que c'est la main de l'homme qui officie, pour garantir ainsi aux consommateurs la meilleure qualité possible. Donc là, ce que vous voyez, c'est le dernier stade avant la vente. Donc c'est le nettoyage vraiment de ce qui est en surplus, vous voyez, des coquilles, des moules mortes. Bon là, elles ne sont pas très propres parce qu'on n'a pas beaucoup de débit, donc on n'a pas énormément de demandes. Donc on évite de trop les frotter avec la machine, de manière qu'elles puissent se conserver quand même 2-3 jours dans les bassins. Surtout qu'on est obligé quand même, comme je vous disais, de les passer au moins 48 heures en bassin. Donc ça nous évite encore quelques pertes. C'est vrai que c'est pas très agréable pour la clientèle, mais enfin, on est quand même obligé de penser aux produits aussi quand même avant. Vous pré-réglez le poids. Nous on est suivi en 5, 10 et 15 kg. Donc là on va faire un sac de 15 kg. Donc c'est une peseuse, elle pèse automatiquement le poids. Voilà, là elles sont assez belles, assez charnues. Il y a un peu de laitance, là elles ne devraient pas tarder à faire une ponte, la ponte du printemps. Et ensuite elles vont se reprendre et là refaire de la graisse pour préparer la prochaine ponte qui aura lieu en automne. Donc ça va, c'est quand même du bon produit pour la période où on est. Passion et qualité des eaux de l'étang de Diane permettent ainsi d'obtenir des huîtres et des moules d'exception, de quoi régaler les consommateurs de plus en plus exigeants, et cela tout au long de l'année.